J'ai fait mes recherches et j'ai découvert que ce serait Vince McMahon qui aurait influencé François Legault d'imposer un couvre-feu à 20 heures pour faire augmenter ses ratings. Ça tombe bien, Vincent, parce que nous, c'est à Raw qu'on aimerait qu'il se passe un grand reset. Bienvenue à la révision des comptes. Premier segment de l'émission, Roman Reigns qui fait son entrée dans le ring. Et ça me permet de vous souhaiter un bon samedi. Bienvenue à la révision des comptes, cette première édition audio-vidéo de la révision des comptes de SmackDown Live, l'édition du 8 janvier 2021. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup d'avoir été en grand nombre. Vous avez été plus d'une centaine à visionner la première révision des comptes de Raw. Merci beaucoup pour le support. Merci beaucoup d'être là. Continuez à réagir sur les multitudes de plateformes, donc Facebook, le forum et Discord surtout. Merci beaucoup d'être là, de nous encourager et de continuer à faire augmenter le vortex de CJDLL. Gros merci pour le support. Je vais juste vérifier dans mes notes où Roman... Ah non, Roman est toujours sur la rampe. OK. Alors, bon, ben, qu'est-ce que je pourrais... Bon, ben, je vais vous donner un petit peu le menu pour aujourd'hui. Alors, il va y avoir les actifs, les passifs et les awards. On va essayer d'être un petit peu plus rodé cette semaine, parce que... Cette semaine, je vais dire en fin de semaine. Parce que la première édition, je vous avais promis des awards, puis j'en ai pas fait d'awards. J'étais trop probablement sous l'effet Goldberg. La frustration. Alors, ben, c'est ça. Aujourd'hui, je vais me reprendre et je vais faire les awards pour vous. Et ben voilà, on aura deux matchs de championnat aujourd'hui. Biggie qui affronte Apollo Crews d'abord pour le titre intercontinental. Et ensuite, il y aura les Street Profits qui vont défendre leur ceinture par équipe contre les Dirty Dogs, Dolph Ziggler et Robert Roode. Alors, ça promet. Et on aura aussi un gauntlet match pour déterminer le futur adversaire de Roman Reigns au Royal Rumble. Alors, un match qui mettra aux prises Daniel Bryan, Shinsuke Nakamura, Rey Mysterio, King Corbin et Sami Zayn. Alors, je vais regarder où... Bon, Roman n'est pas encore arrivé dans le ring. Ça devrait pas être long. Ben, il y a Michael Cole qui nous explique c'est quoi un gauntlet match. Merci, Michael. Est-ce que Roman pourrait, s'il vous plaît? Il n'est toujours pas encore là. C'est long un peu. Là, la foule s'impatiente. La foule qui crie You suck. You suck. You suck. La foule en canne qui... des drôles de réactions. Ça, je me demande tout le temps, la vraie foule, comment la vraie foule réagirait face à Roman Reigns? Je sais pas trop. Bon, Roman, finalement, oui. Oui! Roman est rentré dans le ring. Êtes-vous content? Aviez-vous besoin... ça va prendre encore quelques minutes avant qu'il prenne le micro. Si vous avez besoin de la toilette, chercher une bière. Bon. Alors, voilà. Roman prend le micro. Bon. Alors, Roman nous dit d'abord qu'il adore Kevin Owens. Il l'aime. Il l'aime beaucoup. Parce que pour lui, c'est comme une coquerelle qui en veut tout le temps. Qui en redemande. Alors, il l'aime beaucoup. C'est son rôle de leader. C'est un leader. C'est comme Charles à Occupation Double. Oui, c'est un leader. Et il aime tout le monde. Il aime tout le roster de SmackDown parce que c'est un peu son rôle d'être la personne qui donne des opportunités à tout le monde de briller et tout. Alors, il aime tout le monde. Il aime tout le monde, Roman. La foule n'est pas d'accord encore. Pourtant, c'est tellement gentil. Complètement à l'inverse de Randy Orton. Plein de compassion envers tout le monde. Et il se dit que c'est dommage ce qui est arrivé à KO la semaine passée. Kevin Owens qui a été tabassé sévèrement par Roman Reigns et Jey Uso,
qui s'est fait garrocher en bas des écrans LED dans un gros tas de tables et d'équipements et tout. KO qui est blessé, qui a une blessure. C'est bizarre un peu cette histoire-là. Mais en tout cas, il est blessé. Dans le kayfabe, naturellement. Et Roman ne veut pas prendre le blâme pour ce qui est arrivé à KO, mais blâme plutôt Adam Pearce, qui a autorisé le match entre Kevin Owens et Jey Uso, et qui n'a pas pris la bonne décision pour protéger son ami de longue date, en Kevin Owens. Alors, Roman demande à Adam Pearce d'arriver sur le ring. Paul Heyman met un petit peu de pression aux gens qui sont près du sonneur de cloche. L'annonceur maison, il leur gueule après, leur dit « Amenez-nous Adam, ça fait pas de la bonne TV, on attend. » Il demande à Michael Cole « Ah ouais, il met de la pression. » Corey Graves décide de parler, de dire « Hey, si quelqu'un en coulisses est proche d'Adam Pearce, appelez-le. » Finalement, Adam Pearce arrive. Un peu piteux, Adam Pearce. Il entre finalement dans le ring. Il demande « Qu'est-ce que je peux pour vous? » Roman lui dit « Hey, c'est pas de même que tu vas t'adresser à moi. » Et après la décision merdique de la semaine passée, on t'a ramené ici pour que tu prennes une bonne décision et tu nous décides un gauntlet match pour décider qui sera mon prochain adversaire. Roman n'est vraiment pas d'accord avec cette décision. Mais Adam se justifie en disant « c'est parce que je veux te donner les meilleurs adversaires, Roman. » Mais Roman dit que c'est lui qui décide. Et que tout ça, c'est comme de le traiter de stupide. Puis là, il dit « Est-ce que je suis stupide? Est-ce que tu es stupide, Adam? Non, est-ce que c'est Vince McMahon qui est stupide? Dis devant tout le monde que Vince McMahon est stupide. Je pense pas, hein? C'est pas Vince McMahon qui est stupide. Puis toi non plus, t'es pas stupide. Fait que si toi, t'es pas stupide, puis que Vince McMahon n'est pas stupide, ça veut dire que moi, je suis stupide. Ça veut dire que tu penses que je suis stupide. » Puis là, Roman Reigns pète un plomb. Et il est sur le bord. Là. Il a le goût. Il a le goût de frapper Adam Pearce. Mais il se retient parce que Paul Heyman lui chuchote dans l'oreille. Non, fais pas ça, fais pas ça. Fais pas ça. C'est pas bon, laisse-le. Alors, Roman décide de laisser Adam tranquille. Puis il lui dit, pour l'instant, t'es en sécurité, bonhomme. Et il quitte le ring. Tout ça a pris 20 minutes. Alors, pour commencer SmackDown, alors qu'on nous promet 2 matchs de championnat, un gauntlet match, c'était un peu downer de voir Roman Reigns engueuler Adam Pearce, puis je pense que c'est parce qu'Adam Pearce, dans l'esprit de tout le monde, c'est un peu un loser de service. Un grand bonhomme qui prend des décisions, des fois on ne sait pas trop pourquoi que c'est lui qui prend les décisions, mais c'est comme ça, c'est comme l'officiel en charge, on sait pas trop, puis on connaît pas trop son rôle. C'est comme un peu la bitch à Vince McMahon. Et là, c'est lui qui se fait comme bitcher maintenant, qui se fait manquer littéralement de respect par Roman, mais il est déjà à terre. C'est déjà un gars qui est pas trop... qui n'a pas nécessairement de valeur, qui n'a pas nécessairement de rôle important. J'ai trouvé que c'était long. C'était très long. Ça a été comme pas le meilleur segment pour commencer l'émission. Alors, malheureusement, je suis obligé de donner à Roman un rare passif. Premier match de la soirée. Apollo Crews qui affronte Big E pour le titre intercontinental. Et ça a pris tellement de temps, le premier segment, que Apollo est déjà dans le ring et qu'on arrive juste avant que Big E monte dans le ring. Alors, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui de production. On va dire, là, je ne sais pas si les réalisateurs avaient mal jaugé le temps. Il y a plein de trucs qui ont été très bizarres tout au long de la soirée. On n'était pas capable de mettre les supers, par exemple, pour les lutteurs quand ils descendaient sur le ring, puis qui d'habitude, ils ont comme des petites informations. Tout ça ne fonctionnait pas aujourd'hui. Les reprises, c'était bizarre. Des fois, on avait la reprise sur un écran. L'autre écran, on avait ce qui se passait en direct. Puis en arrière, c'était encore l'image en sous-exposition. C'est bizarre. C'est très, très... Beaucoup de problèmes techniques.
Dans ce match-là, d'ailleurs, on a eu un gros problème technique qui a rehaussé ce qui va se passer. Ce que je vais essayer de vous faire vivre le mieux possible. Alors, le match commence et dès le départ, Apollo qui se garoche sur Biggie et là, Corey Graves qui essaye de nous faire croire que le match va durer 8 secondes. Puis, oh mon Dieu, calme-toi, Corey, calme-toi. Mais il y avait une raison, vous allez savoir pourquoi que Corey voulait nous garder en haleine comme ça. Apollo qui commence en lion, gros début de match, des German suplex, 3 German suplex, après ça, un moonsault à l'extérieur à partir du tablier, remonte dans le ring, arrive au top de la 3e corde, superplex Biggie, un tombé, 1, 2, 3, ding ding ding, Apollo monte dans le coin, il a gagné. Hein? On fait une pause. Au retour de la pause, Apollo... Non, oh, on va revoir les... Non, on ne verra pas les images. Là, tout est noir. On entend Michael Cole et Corey Graves qui nous expliquent que, selon la reprise, les deux, Biggie et Apollo, avaient les épaules. Oh! Les deux avaient les épaules au sol. C'est un double tombé. Oh! Alors, c'est un match nul. Alors, c'est comme ça que va se terminer le match. Match nul. Alors, Biggie est comme, ah, ben désolé, bro. Désolé, c'est comme ça. C'est pas moi qui ai fait les règles. Désolé. Puis là, Apollo, il dit, non, non, non. C'est pas de même que ça va passer. Clac! Clac en plein visage. Alors, Biggie est pas content. Il dit à l'arbitre de ressonner à la cloche. L'arbitre, oh, let's go. On repart le match. Biggie, belly to belly suplex. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il est en feu. Il veut faire son big ending. Apollo esquive. Après ça, Apollo veut faire son powerbomb. Biggie esquive. Et finalement, c'est Biggie qui va réussir à appliquer le big ending pour la victoire. Oh. Quelle drôle de tentative de mauvais suspense. Tu sais, un gars qui gagne, qui monte dans le coin, que l'arbitre ne réagit pas et que tu t'en vas à la pause. Je sais pas s'ils essayaient... Ils ont essayé de nous faire croire quelque chose. C'était assez gros, assez évident que c'était pas ça qui était en train de se passer. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je comprends là, que c'était peut-être une autre stratégie pour pas lutter durant les pauses, trouver une façon de terminer un match, recommencer un match, mais ça n'a pas marché. C'était pas bon. Puis entre deux babyface, c'est bizarre la tentative de booking entre Apollo Crews et Biggie, qui sont comme dans une drôle de fausse amitié, respect mutuel. C'est bizarre un peu. C'est un peu... c'est un peu boiteux. T'sais. Même Corey Graves a, pendant le match, essayé de nous dire que la carrière d'Apollo Crews et de Biggie, il y avait beaucoup de similarités entre les deux. Et je me suis posé la question, quelle similarité ils voyaient dans leurs deux carrières, parce que je cherche, là, puis non, j'ai pas trouvé de similarité. Alors, bel essai, mais c'était pour moi une tentative complètement ratée. C'est dommage parce que la lutte entre les deux était quand même bonne. Ils ont quand même fait quelques bons spots. Mais malheureusement, le booking est venu complètement gâcher ce match-là. Alors, je lui donne une note de 3 sur 5. 3$ sur 5. Et je donne un autre passif. Oubliez pas tout le monde qu'en fin de semaine, c'est le début des séries de la NFL. Puis à Fox, il y a un match entre les Seahawks de Seattle puis les Rams de Los Angeles. Oh. Oh shit. Bon, cette blague-là, elle est nichée, mais elle est tellement bonne que je ne vous l'expliquerai pas. Sauf que pour les gens qui l'écoutent en audio, ben, il faut savoir que j'ai mon chandail et ma casquette des 49ers de San Francisco. Ben, c'est ça.
prochain segment, Adam Pearce est dans son bureau et il est au téléphone. Ben, son bureau, en tout cas. 2 rideaux bleus. Et arrive à l'improviste Sonya Deville. Elle aussi, habillée tout de bleu vêtue. Un beau costume. Et Adam la salue et est très heureux de pouvoir maintenant travailler avec elle. Il est très content qu'elle ait accepté le poste, car on se souviendra que Sonya avait perdu un match contre Mandy Rose et qu'elle était bannie, ou en fait expulsée, congédiée de la WWE. Alors elle revient maintenant, mais on soupçonne comme assistante à Adam Pearce. Et elle lui dit qu'elle est très heureuse d'avoir accepté le poste et qu'elle comprend qu'Adam a beaucoup de travail à faire, autant à SmackDown qu'à Raw. Alors ça suggère que peut-être que Sonya va aussi continuer avec Adam à Raw. On verra ça lundi. Mais bon, pour l'instant, on comprend que Adam Pearce a maintenant une assistante. On retrouve ensuite Alice Ashton dans le petit ring de service pour une entrevue avec Bianca Belair, la toute dernière lutteuse à s'être révélée. Est-ce le bon terme? En fait, elle a annoncé qu'elle allait participer au Royal Rumble féminin. Mais elle est tout de suite interrompue par Bayley, qui elle aussi nous annonce qu'elle fera partie du Royal Rumble. Elle demande à Bianca, ouais, combien de lutteuses t'as éliminées l'année passée? Puis là, Bianca a dit, je sais pas, 8. Fait que là, Bayley a dit, ouais, mais pas moi, parce que j'étais pas dedans, parce que moi, je poursuivais mon règne de championne. Fait que, tu sais, je vais gagner le Royal Rumble. Puis, tu sais, tu peux bien éliminer tout le monde que tu... En tout cas, même si tu gagnes, tu sais, tu gagneras pas parce que dans le fond, tu vas gaspiller ta chance au titre. Et là, Bianca de lui dire, ouais, ben en tout cas, j'aurais aimé ça, affronter une championne comme toi, mais t'es plus championne. Fait que... fait qu'on dirait que toi aussi, t'as gaspillé ton règne. Hein? Puis là, il a fait un petit... Ce qui est très insultant, ça. Quand quelqu'un te parle, puis là, qui te fait... Tu fais comme... Oh, oh. On apprend ensuite... Tu vois, c'est gossant. On apprend ensuite que c'est Sasha Banks qui a été nommée la superstar numéro 1 de l'année 2020 par le Sports Illustrated. Eh bien, moi, je vous révèle, si vous l'avez manqué au mois de décembre, que j'ai plutôt choisi Bayley comme la superstar de l'année. Alors, c'est ça. Fuck you, Sports Illustrated. Qu'est-ce que tu connais là-dedans? Hein? Bon. Carmella, lui... Oh boy. Carmella, elle félicite Sasha dans une promo où elle boit, encore une fois, une petite coupe de champagne donnée par son sommelier. Et elle dit à Sasha que c'est probablement juste une coïncidence qu'elle a gagné le titre de superstar de l'année. L'année où Carmella n'était pas là et plutôt en vacances. Hein? Eh bien, talent pour talent, Carmella est intouchable. Elle a beaucoup plus de talent brut que Sasha Banks. Ha 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 ha. Prends ça, Sasha. Qu'on n'a pas vu d'ailleurs. Est-ce que c'était parce qu'on ne voulait pas entendre la chanson de Snoop Dogg quelques jours après son passage à AEW? Eh bien non, parce que durant la présentation graphique de Sasha et de son titre de superstar numéro 1, on a entendu sa chanson et Snoop Dogg. Alors c'est raté. Deuxième match de championnat de la soirée, impliquant cette fois les Street Profits, et où ils mettent leur titre en jeu face aux Dirty Dogs, Dolph Ziggler et Bobby Roode, ou Robert Roode si vous préférez. Gros travail de vente de la part de Montez Ford. Si vous vous souvenez, la semaine dernière à SmackDown, il avait été attaqué sauvagement par les Dirty Dogs, à coups de chaise, à coups de super kick, à coups... un gros coup de chaise encore. Et on lui avait brisé la jambe, presque.
Enfin, à coups de chaise sur les escaliers, sur le tablier du ring. Ça n'a pas eu l'air de faire du bien. Et bref, Montez, qui a très bien vendu cette blessure, au départ en tout cas, n'a pas fait son move habituel, justement, en faisant son entrée. C'était significatif qu'il y avait quelque chose qui clochait avec sa jambe. C'était bien fait, ça. Les Street Profits, pardon, qui portaient le vert classique quand ils ont des matchs de championnat, vous remarquerez. Et les Dirty Dogs, eux, étaient dans des couleurs agencées, de rose, le Eelish rose, très populaire à C'est juste de la lutte. Et c'était... je ne sais même pas comment décrire leur manteau, car ils ont maintenant aussi des manteaux agencés. D'abord de cuir, un beau manteau de cuir noir, sur lequel on a rajouté par-dessus un manteau de jeans coupé. C'est juste comme le torse en jeans, mais c'est comme du faux jeans. C'est assez spectaculaire. J'ai pas d'autres mots. Je pense que le rocker de Saint-Damas a adoré. C'était quelque chose. Bref, toute l'histoire du match repose sur la blessure de Montez, qui, bon, au début, Angelo avait le dessus. Il est allé voir Montez dans le coin, il lui a dit « Ah, t'es-tu capable? T'es-tu capable? » Fait que là, Montez, « Ah oui, je suis capable. » Rentre dans le ring, commence à donner des coups à Dolph, mais rapidement, perd le momentum. Et là, ben, c'est le travail d'équipe de Rude et Ziggler, principalement sur la jambe de Montez. Et puis là, on essaie de l'affaiblir au plus possible. Finalement, il se permet. Il envoie Rude et Ziggler consécutivement à l'extérieur du ring et il s'élance pour un Topicon Hero. Pardon, mon mexicain n'est pas tout à fait à point. Et après sa chute, il se relève et là, c'est là que tout le travail subtil qu'il avait fait en début de match s'est complètement effondré parce que là, oh, Ford a décidé de jouer la pure comédie, le burlesque, pour signifier que son genou était complètement fini. Moi, c'est une de mes qualités dans la vie, d'être capable de feigner, ou de feindre, mon Dieu, de feindre une blessure à la cheville. Je suis vraiment bon là-dedans. C'est sûr. Des fois, il y a des talents cachés qu'on a. Celui-là, faire semblant que je me suis tourné une cheville et que c'est très, très grave, c'est une grosse force. Un jour, je le ferai, si vous me le demandez. En tout cas. Bref, là, en deuxième partie, parce que là, au retour de la pause, Montez, il marche péniblement sur le bord du ring, incapable de remonter dans son coin. Finalement, Angelo se fait massacrer, c'est trop fort, mais bon. Il subit le travail d'équipe de la part de Rude et Ziggler. Péniblement, finalement, se rend jusqu'à son coin où Montez, avec le hot tag, l'adrénaline, réussit à revenir dans le match. Mais à un moment donné, c'est trop. Et là, c'est la série de Near Falls contre Ford. Mais à chaque fois que Ford subit un gros move, comme un facebuster, par exemple, de Dolph Ziggler de la troisième corde, au compte de 2, il se relève tout le temps. Et il réussit à échapper à un Glorious DDT. Mais il y a quand même un tag qui se fait. Et malheureusement, il est pris dans le Spinebuster combiné au zigzag. Voilà. Et victoire des Dirty Dogs qui deviennent les nouveaux champions par équipe. Un drôle de match. Je sais pas si c'était bon ce match-là. C'était comme correct, mais tellement focalisé sur la jambe de Montez. Il n'y avait que ça. C'était l'histoire au complet. Montez qui a eu quelques petits segments difficiles, dont un fabuleux. C'était une claque qui était supposée être une claque probablement très sévère. Mais Montez a complètement passé dans le vide.
et Ziggler a revolé 4-5 pieds en arrière. C'était quelque chose. Ça a été très difficile pour Corey Graves et Michael Cole d'essayer de nous vendre que ouf, qu'est-ce qui vient de se passer. Mais ça a été quand même divertissant, je dirais. Mais probablement qu'ils ont essayé d'être over the top pour justifier le fait que Street Profit perdait leur ceinture. C'était quand même, si on compte le règne qu'ils ont eu à Raw et à SmackDown, c'est quand même assez long règne qui s'achève comme ça en début d'année. Alors, probablement qu'on a voulu leur donner une justification exagérée. C'était correct. Puis bon, dans un sens, c'est une bonne chose que ce soit une autre équipe qui prenne un peu le relais, qui soit champion par équipe. Mais c'était du gros burlesque. Je vais leur donner la note de 3,25. Et parce que, bon, on va être gentil puis qu'on va apprécier le fait qu'il y a une nouvelle équipe qui a maintenant des habits agencés et surtout des ceintures agencées, nous allons donner un actif. On revient ensuite dans le bureau d'Adam Pearce avec Sonia Deville, qui est très heureuse de la victoire des Dirty Dogs, probablement en lien avec Dolph Ziggler. Puis là, ils veulent parler de stratégie, bon, qui seront les prochains aspirants au titre, puis est-ce que ça va être Otis, est-ce que ça va être un rematch avec Street Profits, bref... probablement que ça va être ça la dynamique dans les prochaines semaines. Mais Paul Heyman interrompt la conversation et Sonia décide de les laisser parler tranquille, tout seul. Adam ne veut pas vraiment parler à Paul. Probablement un petit peu encore sous le choc de ce qui s'est passé en début d'émission. Mais Paul le rassure et lui dit qu'il a beaucoup de respect pour Adam et qu'il a une grosse estime pour lui. Ce que Adam n'achète pas du tout. Ensuite, Paul lui dit que, tu sais, dans le fond, d'être un simple officiel, le gars que Vince McMahon, d'être un peu sa bitch, finalement, comme je disais plus tôt. C'est certainement pas le rêve d'Adam Pearce, qui était un lutteur. On a appris que c'était un lutteur. En tout cas, moi, j'ai appris que c'était un lutteur la semaine passée, quand... Kevin Owens lui a dit à Adam Pearce que ça faisait des années qu'ils se connaissaient. Puis effectivement, ils s'étaient connus à la ROH. Et Adam Pearce était un lutteur. Alors, Paul lui dit, je suis sûr que ton rêve, là, si ça avait été moi qui avait été ton manager, là, j'aurais pu t'amener. Puis ton rêve, c'est sûrement de devenir champion de la WWE. Mais là, c'est comme ça, mais tu sais, c'est pas parce que ça fait des années que t'as pas lutté que tu peux pas encore réaliser ton rêve. Alors, Paul a tiré des ficelles. Et il a réussi à inclure Adam Pearce dans le Gauntlet match de ce soir. Est-ce qu'on peut dire qu'on est content de cette décision? Disons que, malheureusement, ça n'augure rien de bon pour le Gauntlet match. Ben oui. Mais, c'est pas grave. Il faut continuer. Et le Riot Squad, eux, se jasent en coulisses. Alors, Liv et Ruby se jasent tout bonnement. Alors que Billie Kay arrive, on se souviendra que Billie Kay avait changé son fusil d'épaule la semaine dernière. Et puisque son équipe qu'elle avait assignée, Natalya et Tamina, n'était pas en mesure de battre Ruby Riott et Liv Morgan, elle avait changé de camp et elle avait célébré la victoire avec elle après le match. Alors, elle est allée les voir pour leur dire, là, on devrait rendre ça officiel. Je devrais faire partie du Riot Squad. Et malheureusement, Liv et Ruby ne sont pas tellement d'accord avec cette décision. Et là, Billie se met à pleurer pour dire que elle pense que 2021, ça serait tellement mieux que 2020. Puis finalement, non. Puis elle fait tellement pitié. Puis, tu sais,
c'est tellement plate que Liv et Ruby, ils veulent pas d'elle. Puis là, Liv a fait, ben non, mais c'est pas ça qu'on voulait dire. Mais tu sais, c'est pas ça que vous vouliez dire. Vous changez d'idée finalement. Ok, c'est bon, mais c'est correct, là. Moi, je vais rentrer dans le Riot Squad avec vous. Puis je suis rendu pas mal edgy, là, parce que j'écoute du Blink 182. Les références. Les références à la WWE. Toujours à point. Toujours à point. Et bref, maintenant, c'est donc dire que le Riot Squad a probablement une troisième membre en Billie Kay. Billie Kay qui a quitté Peyton Royce maintenant pour faire partie du Riot Squad. C'est comme ça. Et ben voilà. Et le match principal maintenant, le Gauntlet match pour déterminer l'aspirant numéro 1 qui affrontera Roman Reigns au Royal Rumble. C'est beaucoup d'action, beaucoup de notes, alors allons-y. Le premier à sortir dans ce match, c'est Rey Mysterio, qui est accompagné de son fils Dominic. Et Dominic, je dois mentionner son style vestimentaire qui est, pour un lutteur, non, là, le fils à papa, c'est terminé. Dominic qui est entré avec un gros molletonné noir, avec des petits brillants, argent dessus. Ça avait l'air d'un chandail de Noël. Non, là, Dominic, t'es un lutteur maintenant. Il faut que tu mettes ta garde-robe à jour et que tu te comportes comme un lutteur. Alors, non, c'est raté. Le second à faire son entrée, c'est Sami Zayn qui ne rentre pas seul, est accompagné de ses documentaristes, car il veut exposer toutes les conspirations qui se déroulent dans la WWE contre lui. Il est victime de toutes les conspirations. C'est lui qui a demandé à faire partie de ce match. Et tout à coup, oups, coïncidence, il est le premier à affronter Rey Mysterio. Alors, pour lui, il n'y a pas de doute. Et il se dit même qu'il devrait être encore champion intercontinental. Et qu'il n'accepte pas les résultats. Puis bref, tout ça est une grosse parodie de Donald Trump. C'est quand même spécial, mais c'est ça. C'est une grosse parodie de Donald Trump. Alors, le match commence et qu'est-ce qui devait arriver? Sami qui donne ses instructions aux documentaristes pour être bien placé, prendre des bonnes images, et là, pouf! 619, Frog Splash, victoire de Rey Mysterio en 10 secondes. C'est toujours bizarre, mais j'aime pas ça que Rey Mysterio utilise le Frog Splash. Je comprends que c'est l'hommage à Eddie, mais tu sais, le gars qui voulait être le père de Dominic. En tout cas, moi, je ferais pas ça. Ensuite, c'est Shinsuke Nakamura qui est le troisième à faire partie de ce match. Un bon match entre les deux. Ça a commencé avec Mysterio qui avait un peu plus le dessus, qui a réussi une glissade sur le ventre sur le ring pour glisser à l'extérieur et faire un sunset flip bomb, genre, alors que Nakamura était comme un peu penché par terre. Mais Nakamura s'est tout de suite relevé et comme roulé avec le coup, avec le sunset flip, et il est revenu avec un Kinshasa un peu out of nowhere, qui avait l'air d'un coup de pied. C'était bizarre, mais c'était quand même bien réussi. C'est pas avec ça qu'il a remporté le match, par exemple. C'était plutôt alors qu'il y a eu comme une série, je dirais, de botch, malheureusement. C'était une drôle de séquence où Nakamura et Mysterio n'étaient pas tout à fait sur la même page, mais finalement, bon, Nakamura s'est placé en position pour le 619, qu'il a subi, et Rey est monté sur la troisième corde pour faire un splash, mais Nakamura a remonté ses genoux, a ensuite agrippé Rey dans un armbar, et Rey n'a pas eu d'autre choix que d'abandonner. Et là, comme le match se terminait, on avait comme un plan sur Dominic qui ne montait pas dans le ring, qui ne savait pas trop quoi faire. Et là, boum, King Corbin est arrivé et a attaqué Dominic par en arrière avant de lancer Nakamura dans le poteau et ensuite de frapper Mysterio avant la pause. C'était bizarre, ça. On était comme, pourquoi King Corbin est frustré. Très frustré. Eh bien. Alors, le match suivant,
Nakamura contre King Corbin, qui m'a fait réaliser que King Corbin ne sera jamais babyface. On dirait que la journée où King Corbin va être babyface, ça va être bizarre. Ça va être vraiment bizarre. On va vivre dans une drôle d'époque. C'est quasiment impossible. Je vois pas comment ça peut arriver. Bref, c'est King Corbin seul, sans ses chevaliers, qui a affronté Nakamura. Et Nakamura a tenté un Kinshasa, mais il est tombé dans un Deep Six. Et ça a été très proche d'un tombé, mais Nakamura a relevé l'épaule. King Corbin s'est ensuite fait envoyer dans le coin et sorti en dessous du poteau et remonté dans le ring et boum! Kinshasa out of nowhere. Ça commence à être l'histoire du match. Alors, une autre victoire pour Shinsuke Nakamura. C'est un peu bizarre que Nakamura remporte comme ça de façon quand même assez clean. Puis surtout, bon, avant le match, on pensait que Nakamura était un heel. Après le match, plus certain. Et je trouve que c'était une grosse occasion ratée. Corbin aurait pu rentrer avec ses chevaliers, se moquer de la défaite de Mysterio. Ensuite, les chevaliers auraient pu intervenir dans le match. Mysterio et Dominic auraient pu revenir dans le match pour attaquer les chevaliers, distraire King Corbin, ce qui aurait permis à Nakamura de gagner cet affrontement-là. Je trouve que c'était comme... ça n'a pas fait paraître grand monde très bien. Puis c'était comme confus. J'ai l'impression qu'on voulait accentuer le fait que Corbin était un pas fin pour que Nakamura... ce soit finalement son babyface turn. Mais, je sais pas, dans l'exécution, c'était quand même particulier. Alors, arrive ensuite Daniel Bryan comme 5e participant. Et c'est le 5e. Il y en a 6 participants. Et vous savez qui est le 6e participant. Alors, c'était quand même assez particulier. Daniel Bryan qui a dominé une grosse partie du match, puisque Nakamura, ça faisait quand même 3 matchs qui étaient impliqués. Alors là, c'était un peu compliqué pour lui. Daniel Bryan qui a tout tenté pour gagner. Commencé le match avec un des German suplex les plus solides que vous pouvez voir. Nakamura est tombé sur la tête. C'était intense, c'était bien fait. Seulement un compte de 2. Ensuite, Bryan est monté dans le coin pour un Hurricane Rana. Il l'a manqué. Et Michael Cole, pas capable de dire si c'était Bryan qui venait de tomber ou si Nakamura avait bloqué. Pour vendre un move, là, Michael Cole. Du génie. Ensuite, Bryan a repris le dessus tout de même. Alors, il s'est élancé de coin à coin et réussit à frapper Nakamura. Et ensuite, il s'élance pour son running knee, mais Kinshasa, out of nowhere. Et c'est Nakamura qui remporte l'affrontement contre Daniel Bryan. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, oh my God, ils vont faire ça à Shinsuke Nakamura. Oui, parce que c'est Roman Reigns qui fait son entrée. Et on va à une pause. Et au retour de la pause, Adam Pearce arrive tranquillement derrière Roman Reigns. Et finalement, il marche lentement vers le ring. Et Roman Reigns, Jey Uso et Paul Heyman le suivent jusqu'au ring. Jey Uso qui va devancer Adam Pearce et monter dans le ring avant lui pour aller confronter Nakamura. Et comme ça, sorti de nulle part, sac une claque à Nakamura, se met à le tapocher, et ensuite, super kick, Roman Reigns monte dans le ring, Superman punch, et ça finit avec un splash. Et Roman retourne en bas du ring, dire à Adam, bon, eh bien voilà, c'est à ton tour de monter, et il te le garoche dans le ring. Adam ne sait pas trop comment réagir, et Jey Uso lui sac un super kick. Roman prend en charge
le match et demande à faire sonner la cloche. Et il intimide l'arbitre pour que celui-ci compte, puisque Jey Uso place Adam Pearce sur Shinsuke Nakamura. Et l'arbitre n'a pas le choix que de compter. C'est donc Adam Pearce qui remporte le match et il est l'aspirant numéro 1 pour affronter Roman Reigns au Royal Rumble. Je suis vraiment embêté. Je sais toujours pas si j'ai aimé ou si j'ai détesté ce match-là. Je trouve que c'est tellement un booking particulier. C'était divertissant, mais je sais pas si j'ai aimé ça. J'écoutais Dave The Wave dire cette semaine, des fois on suranalyse le produit qu'on regarde, puis des fois on s'arrête pas à juste se demander si c'était bon ou si c'était pas bon par rapport au fait qu'on a été diverti ou pas. Puis là, c'est bizarre parce que c'était quand même assez gros que ça s'en venait, là, que c'était probablement quelque chose comme ça qui allait arriver. C'est logique. Il y a comme quelque chose là-dedans qui est le fun, qui redonne encore une autre couche. Mais en même temps, on dirait que je suis vraiment confus. Je sais pas. Je sais pas. Je suis vraiment pas certain de ce booking-là. Je suis vraiment pas certain du face turn de Nakamura, sorti un petit peu de nulle part. Je comprends que c'était pas les gros succès avec Cesaro dernièrement, mais ils n'ont pas fait grand-chose pour parler d'une séparation ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est vraiment la fin pour les deux? Probablement. C'est l'impression que ça donne. C'était vraiment particulier. Je ne sais pas non plus le rôle que Daniel Bryan a joué là-dedans. De perdre contre Nakamura qui avait déjà fait 2 autres matchs avant. J'avais l'impression qu'on voulait envoyer Daniel Bryan vers une victoire peut-être au Royal Rumble. Je sais pas. Je sais même pas si j'ai. C'est-tu un bon match ou pas un bon match? C'est vraiment bizarre. La seule chose, c'est que je suis obligé de penser qu'on va rapidement oublier ce gauntlet match-là. Donc, c'est ça qui va faire pencher la balance. Parce qu'un gauntlet match, si tu t'en souviens pas puis que ça n'a aucun impact à la fin, ben, c'est raté. Mais c'était pas si mauvais que ça en termes de divertissement. Mais en termes de booking, c'est trop. C'est trop complexe puis étrange pour que je puisse donner un actif. Alors malheureusement, je vais donner un autre passif et je vais donner une note de 3,25 pour ce match. Et maintenant, on passe aux Awards. Oui, parce que en cette deuxième édition, je n'ai pas oublié les Awards. Bravo. Alors, on commence avec le Superbe. Le Superbe, je l'ai donné au match Tag Team. Le match de championnat par équipe remporté par les Dirty Dogs. Alors, bravo aux Dirty Dogs pour le Superbe. La clap de golf, je l'ai donné au move de la soirée. Le Sunset Flip de Rey Mysterio, qui fait sa glissade sur le ventre avant de faire un Sunset Flip à Nakamura, qui renverse avec un Kinshasa. Une série de Kinshasa out of nowhere. Alors, bravo. Le niaise-moi, Adam Pearce, qui est aspirant numéro 1 au titre de Roman. Est-ce que ça va durer? Est-ce que Roman va vraiment affronter Adam Pearce au Royal Rumble? J'en doute, mais le Jean Héroldi, eh bien, je le donne aux Dirty Dogs, qui ont maintenant un kit bien agencé aux couleurs rose Eilish et au manteau de cuir et de jeans. C'est chic et professionnel à la fois. Bravo.
La contravention de style Dominique Mysterio, le fils à papa, c'est terminé. 2021, là. Passez à autre chose. La pause piste, eh bien, il n'y a tellement pas eu de match que ça va être l'entrée de Roman Reigns, qui est une pause piste pour quelqu'un qui avait oublié d'aller pisser avant SmackDown, puis qui fait « Oh, ok, je suis correct. Je n'ai pour 10-15 minutes. » Et le beaucoup bien, c'est Shinsuke Nakamura, qui a très très bien paru dans le booking des matchs. La lutte, c'était bien, mais il y a eu quelques petits manques, mais on va lui donner que c'était lui le beaucoup bien. La grosse nouille, qui est d'autre que Adam Pearce, qui est vraiment une grosse nouille de service. La grosse nouille préférée de Vince, probablement. Et le Nostradanique, qui est bien... Je vais espérer, je vais faire une prière que c'est Kevin Owens qui va revenir au Royal Rumble pour prendre la place d'Adam Pearce et défier Roman pour son titre universel. Alors, c'est ce qui conclut l'édition de SmackDown Live, la révision des comptes d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup de continuer de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, sur Twitter qui explose. Beaucoup de réactions sur Goldberg, en France même. C'est incroyable. Bravo. Vos réactions sur le Discord, continuez de nous écrire, continuez de commenter, de réagir à toutes les publications. Si vous voulez réagir aussi à cette vidéo, à cette chronique, n'hésitez pas à le faire. Et même dans les prochaines éditions, je vais essayer d'inclure vos commentaires. Si vous avez des commentaires après le Raw, si vous l'avez regardé en direct, ou après SmackDown, laissez des commentaires sur le Discord, laissez vos awards, et puis j'essaierai de les lire à la fin de cette chronique. Merci beaucoup. On se revoit à Raw, confiné, à 8h. Hein? C'est plus le moment de sortir puis d'espérer qu'il se passe quelque chose le soir. On est tous pris, on est pognés. C'est fini. Pour un mois. Mais quand même. Alors, bon week-end. Au revoir.